Le 15 octobre 2008, Manon Lemaire, 13 ans, quitte le collège Jean Reverdy à Bourg-en-Bresse comme tous les jours à 16h30. Cet élève modèle, connu pour sa ponctualité et sa responsabilité, ne rentrera jamais chez elle. 15 ans plus tard, sa mère découvre un vieux carnet scolaire oublié sous le lit de sa fille. Ce qu'elle y lit changera tout ce qu'elle croyait savoir sur la disparition de son enfant. Comment un simple carnet d'écolière peut-il révéler la vérité sur un mystère qui hante une famille depuis plus d'une décennie? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Bourg-en-Bresse, préfecture de l'Ain, est une ville de 40 000 habitants située dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. En 2008, cette commune paisible, réputée pour sa volaille de Bresse et son patrimoine historique, n'avait pas connu de disparition d'enfants depuis des décennies. Les familles se sentaient en sécurité dans ce cadre provincial où tout le monde se connaissait. La famille Lemaire vivait dans une maison mitoyenne de la rue des Jardins, un quartier résidentiel calme à 10 minutes à pied du centre-ville. Claire Lemaire, 38 ans, travaillait comme infirmière aux urgences de l'hôpital Flériat. Jean-Luc Lemaire, 42 ans, était mécanicien dans un garage automobile de la zone industrielle. Leurs deux enfants, Manon, 13 ans, et Lucas, 10 ans, fréquentaient respectivement le collège Jean Reverdy et l'école primaire du quartier. Manon était une adolescente exemplaire. Élève consciencieuse en classe de 4e, elle obtenait régulièrement des notes supérieures à 15 sur 20 dans toutes les matières. Ses professeurs la décrivaient comme une jeune fille mature pour son âge, discrète mais souriante, qui participait activement aux cours sans jamais créer de problème. Elle pratiquait le handball au club local depuis 3 ans et aidait souvent sa mère dans les tâches ménagères. Physiquement, Manon mesurait 1,65 m, avait les cheveux châtain clair qu'elle portait généralement en queue de cheval et des yeux noisettes derrière des lunettes de vue discrètes. Elle avait une petite cicatrice sur le menton, souvenir d'une chute de vélo à l'âge de 8 ans. Ce jour-là, elle portait son uniforme habituel. Jean bleu marine, pull violet de sa marque préférée, basket blanche et son sac à dos rouge qu'elle avait reçu en cadeau de rentrée. La routine quotidienne de Manon était immuable. Chaque matin, elle partait à 8 heures précises pour rejoindre son amie Camille Lefebvre, qui habitait 3 rues plus loin. Ensemble, elles marchaient de 15 minutes jusqu'au collège, en empruntant toujours le même itinéraire. Rue des Jardins, avenue de la Paix, puis rue Général de Gaulle. L'après-midi, Manon rentrait seule, car Camille restait souvent à l'étude surveillée. Le trajet de retour ne durait jamais plus de 20 minutes. Le mercredi 15 octobre 2008, le ciel bressois était chargé de nuages gris depuis le matin. Vers 14 heures, une pluie fine avait commencé à tomber, transformant progressivement en averses modérées. La température oscillait autour de 12 degrés, typique pour un automne en Bresse. Manon avait assisté à tous ses cours de la journée. Madame Fontaine, sa professeure de mathématiques, se souvient parfaitement de l'avoir interrogée lors du dernier cours sur les équations du premier degré. Manon avait donné la bonne réponse sans hésitation, comme à son habitude. À la fin du cours, elle avait même aidé un camarade qui avait des difficultés avec l'exercice. À 16h30, la sonnerie retentit dans tout l'établissement. Les élèves se pressent vers la sortie, impatients de retrouver leur famille. Plusieurs témoins confirment avoir vu Manon franchir le portail principal du collège à 16h35 précise. Elle tenait son sac à dos d'une main et son parapluie rouge de l'autre. Antoine Mercier, un élève de 3e, se rappelle l'avoir croisée devant la boulangerie de la rue Général de Gaulle. Il était 16h40 selon l'horloge de la vitrine. Madame Collet, propriétaire du salon de coiffure, situé à l'angle de l'avenue de la Paix et de la rue Victor-Hugo, affirme avoir aperçu une jeune fille correspondant à la description de Manon vers 16h45. La silhouette marchait d'un pas rapide sous la pluie, le visage partiellement dissimulé par la capuche de son blouson. Cette observation place Manon à environ 800 mètres de son domicile.
Après ce témoignage, plus aucune trace fiable de Manon. Elle aurait dû arriver chez elle vers 16h50, comme chaque jour. Claire Lemaire, qui travaillait en équipe de jour cette semaine-là, l'attendait pour le goûter. 17h sonne, puis 17h15. L'inquiétude commence à poindre. Manon n'était jamais en retard. Jamais. À 17h30, Claire appelle le collège. Le surveillant général confirme que Manon était bien présente toute la journée et qu'elle est partie à l'heure habituelle. Claire contacte ensuite Camille Lefebvre, qui explique qu'elle est restée à l'étude et n'a pas vu Manon depuis la pause déjeuner. L'angoisse monte. À 18h, Claire joint son mari au garage. Jean-Luc rentre immédiatement. Ensemble, ils parcourent tout le trajet entre le collège et la maison, scrutant chaque recoin, interrogeant les commerçants encore ouverts. Personne n'a rien remarqué d'anormal. La pluie s'est intensifiée, transformant les rues en torrents boueux. À 19h30, le couple se présente au commissariat de police de Bourg-en-Bresse pour signaler la disparition de leur fille. L'inspecteur Sophie Garnier, 45 ans, prend en charge le dossier dès le lendemain matin. Cette policière expérimentée, mère de 2 enfants, avait déjà traité plusieurs affaires de mineurs disparus, mais jamais dans des circonstances aussi troublantes. Généralement, les adolescents qui disparaissent laissent des indices. Disputes familiales, problèmes scolaires, fréquentation douteuse. Rien de tout cela ne correspondait au profil de Manon. La première phase de l'enquête consiste à ratisser méthodiquement le secteur. 50 gendarmes et policiers, aidés de chiens de recherche, fouillent un périmètre de 5 km autour du dernier lieu de localisation présumé. Ils inspectent les fossés, les terrains vagues, les bâtiments abandonnés, les berges de la Ressouze qui traversent la commune. Chaque cave, chaque grenier, chaque hangar est passé au peigne fin. Les recherches se poursuivent pendant 8 jours consécutifs sans résultat. Parallèlement, les enquêteurs interrogent systématiquement tous les témoins potentiels. Les commerçants de l'avenue de la Paix, les habitants des rues traversées par Manon, les automobilistes qui circulaient dans le secteur ce jour-là. Ils épluchent les enregistrements des caméras de surveillance, mais en 2008, la ville n'était équipée que de quelques dispositifs rudimentaires qui ne couvrent pas l'itinéraire emprunté par l'adolescente. L'inspecteur Garnier s'attarde particulièrement sur l'environnement scolaire et familial. Elle interroge longuement les parents, vérifie leurs alibis, examine leurs relevés téléphoniques et bancaires. Jean-Luc était effectivement au garage jusqu'à 18h. Plusieurs collègues le confirment. Claire finissait son service à l'hôpital à 16h et était rentrée directement. Leurs témoignages sont cohérents et vérifiables. Les professeurs et camarades de classe de Manon sont également entendus. Tous dressent le même portrait, une élève discrète, studieuse, sans problème particulier. Aucun conflit récent, aucun changement comportemental notable. Camille Lefebvre, sa meilleure amie, assure que Manon lui confiait tout et qu'elle n'avait mentionné aucun souci particulier ces derniers temps. Une piste semble pourtant mériter attention. Monsieur Vincent Charnier, professeur d'éducation physique au collège, se montre particulièrement nerveux lors de son audition. Âgé de 34 ans, célibataire, il enseigne depuis 6 ans dans l'établissement. Plusieurs élèves mentionnent qu'il était parfois trop familier, qu'il faisait des remarques déplacées sur la tenue vestimentaire des filles. Cependant, aucun élément concret ne permet d'établir un lien avec la disparition de Manon. L'enquête révèle également la présence d'un homme au comportement suspect dans les environs du collège, les jours précédant la disparition. Plusieurs témoins décrivent un individu d'une quarantaine d'années, aux cheveux bruns, conduisant une voiture sombre, qui semblait observer les élèves à la sortie des cours. Malgré un important dispositif de recherche, cet homme n'est jamais identifié. La piste s'évapore. Les semaines qui suivent la disparition de Manon transforment radicalement la vie de la famille Lemaire. Claire prend un congé sans solde de 3 mois, incapable de se concentrer sur son travail hospitalier. Jean-Luc continue à travailler mais multiplie les absences, passant ses journées à distribuer des affiches et à interroger les passants. Leur fils Lucas, 10 ans, ne comprend pas pourquoi sa grande sœur n'est plus là. Il développe des troubles du sommeil et ses notes scolaires chutent.
L'affaire fait la une du journal local, Le Progrès, pendant plusieurs semaines. Des battues populaires sont organisées chaque week-end, mobilisant parfois plus de 100 volontaires. La communauté Bressan se mobilise massivement. Des commerçants offrent leurs services gratuitement, des associations collectent des fonds pour soutenir les recherches privées. Un numéro vert est mis en place par la mairie. Claire refuse catégoriquement d'envisager que sa fille puisse être morte. Elle consulte des médiums, des voyants, multiplie les appels aux émissions télévisées spécialisées. Chaque témoignage d'une adolescente aperçue quelque part en France relance ses espoirs. Elle parcourt des centaines de kilomètres pour vérifier des pistes qui s'avèrent systématiquement infructueuses. L'inspecteur Garnier maintient une pression constante sur l'enquête. Elle fait appel à des experts en criminalistique, consulte des profilers psychologiques, coordonne des recherches dans toute la région Rhône-Alpes. Plusieurs dizaines de personnes sont interrogées, certaines à plusieurs reprises. 2 suspects potentiels sont même placés en garde à vue, mais relâchés faute de preuves. Au bout de 6 mois, l'enquête entre dans une phase de routine. Les investigations se poursuivent, mais avec moins d'intensité. Les médias nationaux ont cessé de s'intéresser à l'affaire. Seuls les proches continuent à chercher, à espérer. L'inspecteur Garnier classe provisoirement le dossier sans l'archiver définitivement. Elle sait qu'un jour, peut-être, un élément nouveau surgira. En 2010, 2 ans après la disparition, une nouvelle piste émerge. Un détenu de la prison de Bourg-en-Bresse, incarcéré pour agression sexuelle, prétend détenir des informations sur Manon. Il affirme connaître l'identité de son ravisseur et propose de parler en échange d'une réduction de peine. L'inspecteur Garnier reprend immédiatement l'enquête. L'homme, âgé de 48 ans, raconte une histoire complexe impliquant un réseau de pédophiles opérant dans la région. Il cite des noms, des lieux, des dates. Pendant 3 mois, les enquêteurs vérifient méticuleusement chaque détail. Ils interrogent les personnes citées, fouillent les endroits indiqués, recoupent les témoignages. Finalement, ils découvrent que le détenu a inventé toute cette histoire après avoir lu les articles de presse sur l'affaire. Il espérait simplement améliorer ses conditions de détention. Cette fausse piste démoralise profondément les enquêteurs et la famille. Claire, le maire, traverse une période de dépression sévère qui nécessite une hospitalisation de 2 semaines. Jean-Luc commence à boire plus qu'à l'accoutumée. Leur couple vacille dangereusement. Seul le soutien de leurs proches et l'aide d'un psychologue leur permet de surmonter cette épreuve. En 2012, l'affaire connaît un nouveau rebondissement. Un corps d'adolescente est découvert dans la forêt de Seillon, à une vingtaine de kilomètres de Bourg-en-Bresse. Les ossements, partiellement conservés, correspondent à une jeune fille de 13 à 15 ans. L'espoir et l'angoisse s'entremêlent dans le cœur des parents. Les analyses ADN prennent plusieurs semaines. Le résultat est négatif. Ce n'est pas Manon. Cette épreuve supplémentaire achève de convaincre Jean-Luc que sa fille est morte. Il essaie d'en persuader sa femme, mais Claire refuse toujours d'accepter cette réalité. Elle continue à entretenir la chambre de Manon comme si elle allait rentrer d'un jour à l'autre. Les vêtements sont toujours dans l'armoire, les livres scolaires sur le bureau, les posters d'acteurs sur les murs. La disparition de Manon marque durablement la ville de Bourg-en-Bresse. Les habitudes changent. Les parents accompagnent désormais leurs enfants à l'école, même les plus âgés. Les sorties scolaires sont renforcées par des accompagnateurs supplémentaires. La méfiance s'installe progressivement dans cette communauté autrefois insouciante. Le collège Jean Reverdy met en place un protocole de sécurité renforcé. Les élèves ne peuvent plus quitter l'établissement seuls s'ils ne sont pas récupérés par un adulte responsable. Un système d'appel automatique prévient les parents en cas d'absence non justifiée. Ces mesures, inédites dans la région, témoignent de l'impact profond de cette disparition sur les mentalités. Certains enseignants demandent leur mutation, incapables de supporter l'atmosphère pesante qui règne dans l'établissement. Monsieur Vincent Charnier, le professeur d'éducation physique, est particulièrement affecté. Il évite les contacts avec ses collègues, ne participe plus aux réunions pédagogiques, se contente d'assurer ses cours sans s'impliquer davantage. Plusieurs parents d'élèves réclament son départ.
sans argument concret, mais poussé par un sentiment diffus de suspicion. Les commerçants de l'avenue de la Paix, interrogés à plusieurs reprises par les enquêteurs, développent une surveillance informelle du quartier. Ils notent mentalement les visages inconnus, signalent tout comportement suspect. Cette vigilance collective, d'abord rassurante, devient progressivement oppressante. Les nouveaux arrivants dans le quartier se sentent épiés, jugés, suspectés. Lucas Lemaire grandit dans l'ombre de sa sœur disparue. Devenu adulte, il quitte Bourg-en-Bresse pour ses études supérieures à Lyon. Il évite soigneusement de mentionner ses origines, ne voulant pas être identifié comme le frère de la fille disparue. Cette fuite géographique et psychologique crée une distance supplémentaire avec ses parents, qui lui reprochent silencieusement d'abandonner la recherche de Manon. Jean-Luc prend sa retraite anticipée en 2018, à 57 ans. L'alcool et la dépression ont eu raison de sa motivation professionnelle. Il passe ses journées à regarder les émissions télévisées, évitant soigneusement celles qui traitent de faits divers. Le soir, il sort parfois marcher dans les rues de Bourg-en-Bresse, suivant machinalement l'itinéraire que sa fille empruntait pour rentrer du collège. Claire continue à travailler comme infirmière, mais change de service. Elle ne supporte plus les urgences, trop confrontée à la souffrance et à la mort. Elle rejoint l'équipe de pédiatrie, espérant inconsciemment retrouver sa fille parmi les jeunes patients. Ses collègues la décrivent comme une professionnelle compétente, mais distante, qui évite les conversations personnelles. Le couple consulte régulièrement un psychologue sur les conseils de leur médecin traitant. Ces séances les aident à maintenir leur relation malgré la douleur permanente. Ils apprennent à vivre avec l'absence, sans jamais renoncer à l'espoir de retrouver leur fille. Chaque anniversaire, chaque fête de famille est marquée par cette chaise vide qui rappelle cruellement la disparition. En janvier 2020, l'inspecteur Sophie Garnier prend sa retraite après 35 ans de service. Elle transmet le dossier Lemaire à son successeur, le commandant Marc Vallée, 42 ans, spécialisé dans les affaires criminelles non élucidées. Ce policier méticuleux décide de reprendre l'enquête depuis le début avec un regard neuf et les outils technologiques modernes. Il commence par numériser l'ensemble du dossier, soit plus de 2000 pages de procès-verbaux, témoignages, rapports d'expertise. Cette digitalisation permet de croiser les informations plus facilement, de détecter des incohérences ou des pistes négligées. Il utilise des logiciels d'analyse comportementale pour établir de nouveaux profils psychologiques des suspects potentiels. Le commandant Vallée reprend systématiquement contact avec tous les témoins encore vivants. Certains ont déménagé, d'autres sont décédés, mais la plupart acceptent de répondre à ces questions. 12 ans après les faits, quelques détails supplémentaires émergent. Des souvenirs refoulés, des observations jugées insignifiantes à l'époque, des connexions inattendues entre différents témoignages. Il s'intéresse particulièrement au personnel du collège Jean Reverdy. En 2020, plusieurs enseignants ont pris leur retraite, d'autres ont changé d'établissement. Cette nouvelle liberté de parole leur permet d'exprimer des soupçons qu'ils n'osaient pas formuler 12 ans plus tôt. Certains évoquent des comportements inappropriés, des remarques déplacées, des attitudes suspectes qu'ils avaient préféré ignorer. Le nom de Vincent Charnier revient régulièrement dans ses témoignages tardifs. Ancien professeur d'éducation physique, il avait quitté l'enseignement en 2015 pour devenir éducateur sportif dans une association locale. Plusieurs collègues mentionnent sa nervosité excessive lors des interrogatoires de 2008, son changement de comportement après la disparition de Manon, sa tendance à éviter les conversations sur le sujet. Vincent Charnier, né en 1974 à Mâcon, avait rejoint l'équipe pédagogique du collège Jean Reverdy en 2002 à l'âge de 28 ans. Diplômé d'un CAPEPS obtenu à l'université de Dijon, il avait commencé sa carrière dans un collège de Chalon-sur-Saône avant de demander sa mutation en Bresse pour se rapprocher de sa famille. Les premiers rapports d'inspection le décrivent comme un enseignant compétent mais distant. Il maintient une discipline stricte dans ses cours, organise efficacement les activités sportives, mais évite les relations trop personnelles avec ses élèves. Ses collègues le trouvent professionnel,
mais peu chaleureux. Quelqu'un qui fait son travail sans s'impliquer émotionnellement. Cependant, à partir de 2006, plusieurs incidents mineurs commencent à ternir sa réputation. Des élèves se plaignent de remarques déplacées sur leur tenue vestimentaire, de contacts physiques un peu trop appuyés pendant les corrections techniques, de regards insistants dans les vestiaires. Ces signalements, pris isolément, ne semblent pas suffisamment graves pour justifier une sanction disciplinaire. Le principal du collège, M. Arnaud Leclerc, reconnaît rétrospectivement avoir minimisé ces alertes. En 2008, les questions de harcèlement sexuel dans l'éducation nationale n'étaient pas traitées avec la même rigueur qu'aujourd'hui. Il avait simplement eu quelques conversations informelles avec Vincent Charnier, qui avait promis de faire plus attention à son comportement. Le commandant Vallée épluche minutieusement le passé de Vincent Charnier. Il découvre que l'enseignant avait été fiché par la police en 2001 pour une affaire de voyeurisme dans les vestiaires d'une piscine municipale de Chalon-sur-Saône. Les charges avaient été abandonnées faute de preuves suffisantes, mais l'incident avait été consigné dans son dossier personnel. Plus troublant encore, le policier établit que Vincent Charnier possédait une voiture grise, un break Peugeot 406, acheté d'occasion en 2007. Ce véhicule correspond à la description donnée par plusieurs témoins qui avaient signalé la présence d'un homme suspect près du collège dans les jours précédant la disparition de Manon. Le commandant Vallée décide de placer Vincent Charnier sous surveillance discrète. L'ancien enseignant, devenu éducateur sportif, travaille désormais dans une association qui organise des activités périscolaires pour les enfants de 8 à 15 ans. Cette profession lui donne accès à de nombreux mineurs, ce qui inquiète particulièrement les enquêteurs. Les investigations révèlent que Vincent Charnier vit seul dans un appartement de la rue Thénières, à Bourg-en-Bresse. Il n'a jamais été marié, n'a pas d'enfant, entretient peu de relations sociales. Ses voisins le décrivent comme quelqu'un de discret, poli mais distant, qui évite les conversations prolongées. Il sort peu le soir, ne reçoit jamais de visiteurs. L'analyse de ses relevés bancaires sur les 15 dernières années ne révèle aucune anomalie particulière. Ses revenus correspondent à ses salaires successifs. Ses dépenses semblent normales pour un célibataire de son âge. Il n'a pas voyagé à l'étranger, ne possède pas de résidence secondaire, ne semble pas avoir de loisirs coûteux. Plus intrigant, le commandant Vallée découvre que Vincent Charnier a vendu sa Peugeot 406 grise en décembre 2008, soit 2 mois seulement après la disparition de Manon. Il l'a remplacée par une Citroën C3 bleue, achetée chez un concessionnaire de Villefranche-sur-Saône. Cette vente rapide, alors que le véhicule n'avait que 2 ans, semble suspecte. Les enquêteurs tentent de localiser l'ancien véhicule. La Peugeot 406 a été revendue plusieurs fois avant d'être envoyée à la casse en 2015. Impossible donc de l'examiner pour y rechercher des traces d'ADN ou d'autres indices. Cette piste s'évapore, mais renforce les soupçons sur Vincent Charnier. La filature de Vincent Charnier s'organise durant l'été 2020. Une équipe de 4 enquêteurs se relaie pour observer ses déplacements, ses habitudes, ses contacts. Ils découvrent rapidement qu'il mène une vie très routinière. Travaille le matin, course l'après-midi, soirée solitaire devant la télévision. Les week-ends, il fait du jogging dans le parc de la Caisse d'épargne, toujours le même parcours. Cependant, un détail attire l'attention des policiers. Chaque mercredi soir, Vincent Charnier sort de chez lui vers 20h et se rend à pied dans différents quartiers de la ville. Ces promenades durent environ 1 heure et semblent ne suivre aucun itinéraire précis. Il s'arrête parfois devant des établissements scolaires, observe les façades, repart sans explication apparente. Plus troublant encore, les enquêteurs remarquent qu'il photographie discrètement certains lieux avec son téléphone portable. Ils le voient prendre des clichés de l'entrée du collège Jean Reverdy, du gymnase municipal, de la piscine couverte. Ces images ne semblent servir à rien de précis, mais leur accumulation inquiète les policiers. Le commandant Vallée obtient une commission rogatoire pour perquisitionner le domicile de Vincent Charnier. L'opération se déroule le 15 septembre 2020, à 6 heures du matin.
12 policiers investissent simultanément l'appartement et le box de rangement loué par le suspect dans la cave de l'immeuble. La perquisition révèle un intérieur impeccablement rangé, presque obsessionnellement ordonné. Chaque objet a sa place, chaque meuble est parfaitement aligné. Les enquêteurs saisissent l'ordinateur portable, les disques durs externes, les téléphones portables, les appareils photo numériques. Ils emportent également plusieurs cartons de documents personnels, des agendas, des carnets de notes. Dans le box de rangement, ils découvrent des équipements sportifs en quantité importante. Et ballons, raquettes, tapis de gymnastique, matériel d'athlétisme. Rien d'anormal pour un éducateur sportif, mais l'accumulation semble excessive pour un usage professionnel normal. Au fond du local, dissimulé derrière une pile de cartons, ils trouvent un sac plastique contenant des vêtements d'adolescente. L'expertise informatique des appareils saisis chez Vincent Charnier révèle des éléments troublants. Son ordinateur portable contient plusieurs milliers de photos d'adolescentes prises dans différents lieux publics. Centres commerciaux, arrêts de bus, parcs, plages. Ces images, techniquement légales puisque prises dans des espaces publics, témoignent d'une obsession malsaine pour les jeunes filles. Plus inquiétant, les enquêteurs découvrent des dossiers informatiques organisés par nom de communes. Bourg-en-Bresse, Mâcon, Chalon-sur-Saône, Villefranche-sur-Saône. Chaque dossier contient des photos d'établissements scolaires, des plans des quartiers, des horaires de transport en commun. Cette documentation systématique suggère une préparation méthodique d'activités criminelles. L'analyse des métadonnées des fichiers révèle que certaines photos ont été prises dans les jours précédant la disparition de Manon. Le 12 octobre 2008, Vincent Charnier a photographié l'entrée du collège Jean Reverdy à 4 moments différents de la journée. Le 14 octobre, il a pris des clichés de l'avenue de la Paix et de la rue des Jardins, précisément sur l'itinéraire que Manon empruntait pour rentrer chez elle. Le sac plastique trouvé dans le box de rangement contient 7 vêtements d'adolescente. 3 t-shirts, 2 pulls, un jean, une jupe. Ces habits, de tailles différentes, correspondent à des jeunes filles de 12 à 16 ans. Ils sont propres, soigneusement pliés, conservés dans des sachets plastiques hermétiques comme des pièces de collection. L'expertise ADN de ces vêtements révèle la présence de matériel génétique appartenant à au moins 4 personnes différentes. 3 profils sont identifiés grâce aux fichiers de police, correspondant à des adolescentes portées disparues dans la région entre 2005 et 2012. Le 4e profil reste inconnu, mais les enquêteurs suspectent qu'il pourrait appartenir à Manon Lemaire. Le 20 septembre 2020, Vincent Charnier est interpellé à son domicile et placé en garde à vue. L'homme de 46 ans ne manifeste aucune surprise, comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. Il se laisse menotter sans résistance, ne pose aucune question sur les motifs de son arrestation. Son attitude résignée frappe les policiers habitués aux protestations véhémentes des suspects. Pendant 48 heures, le commandant Vallée et l'inspecteur Durand interrogent Vincent Charnier dans les locaux du commissariat de Bourg-en-Bresse. L'ancien enseignant adopte une stratégie de déni total. Il affirme n'avoir jamais eu de contact inapproprié avec ses élèves, explique la collection de photos par un intérêt artistique pour la photographie de rue, justifie les vêtements trouvés chez lui par des achats destinés à des œuvres caritatives. Confronté aux preuves de sa surveillance du collège, en octobre 2008, Vincent Charnier prétend que ces photos illustraient un projet pédagogique sur l'architecture scolaire. Questionné sur la vente précipitée de sa voiture après la disparition de Manon, il évoque des problèmes mécaniques récurrents qui l'auraient poussé à s'en séparer. Chaque explication semble plausible prise isolément, mais l'accumulation d'éléments troublants dessine un faisceau de présomptions accablant. L'interrogatoire révèle également des incohérences dans ses souvenirs de la journée du 15 octobre 2008. Vincent Charnier affirme avoir terminé ses cours à 15h30 et être rentré directement chez lui. Cependant, plusieurs collègues se souviennent l'avoir vu dans l'établissement jusqu'à 16h15, soit exactement au moment où Manon quittait le collège. Cette coïncidence temporelle renforce les soupçons des enquêteurs.
Face à l'accumulation des preuves, l'avocat de Vincent Charnier, maître Patricia Launay, conseille à son client de garder le silence. L'homme semble soulagé de cette directive et refuse de répondre aux questions les plus précises. Son mutisme contraste avec sa volubilité initiale, comme s'il avait épuisé son stock de mensonges préparés. L'arrestation de Vincent Charnier ouvre de nouvelles perspectives d'investigation. Le commandant Vallée constitue une cellule d'enquête spécialisée pour examiner tous les cas de disparition d'adolescentes survenus dans l'Est de la France entre 2000 et 2015. Cette approche méthodique vise à identifier d'éventuelles autres victimes de l'ancien enseignant. Les enquêteurs découvrent que Vincent Charnier a enseigné dans 4 établissements différents au cours de sa carrière. Chalon-sur-Saône de 2000 à 2002, Bourg-en-Bresse de 2002 à 2015, puis divers remplacements dans l'Académie de Lyon jusqu'en 2018. Dans chacune de ces affectations, il recense des signalements d'adolescentes disparues dans un rayon de 20 km. À Chalon-sur-Saône, Émilie Girard, 14 ans, avait disparu en rentrant de son cours de natation en mars 2001. À Villefranche-sur-Saône, pendant une de ses missions de remplacement, Léa Bonnefoy, 13 ans, s'était volatilisée en sortant de son collège en mai 2017. Dans chaque cas, les enquêtes avaient abouti à des impasses, faute d'éléments concrets permettant d'identifier un suspect. La réouverture de ces dossiers révèle des similitudes troublantes avec la disparition de Manon. Toutes ces adolescentes étaient des élèves modèles, issus de familles stables, sans problèmes comportementaux particuliers. Elles avaient disparu en plein jour, sur des trajets familiers, sans laisser de traces. Aucun témoin fiable n'avait observé d'incident, aucune piste sérieuse n'avait émergé malgré des investigations approfondies. Plus troublant encore, l'analyse des emplois du temps de Vincent Charnier révèle qu'il était présent dans chaque établissement au moment des disparitions. En 2001, il enseignait au collège Émile Zola de Chalon-sur-Saône, situé à moins de 2 km de la piscine où Émilie Girard prenait ses cours. En 2017, il effectuait un remplacement de 3 semaines au collège Les Bâtières de Villefranche-sur-Saône, l'établissement même que fréquentait Léa Bonnefoy. Le 8 octobre 2023, soit exactement 15 ans après la disparition de Manon, Claire Lemaire décide de réaménager la chambre de sa fille. Cette décision, longuement mûrie avec l'aide de son psychologue, représente une étape importante dans son processus de deuil. Elle veut transformer cet espace figé dans le temps en bureau pour accueillir ses petits-enfants lors de leur visite. Claire commence par trier méthodiquement les affaires de Manon. Chaque objet réveille des souvenirs douloureux mais nécessaires. Elle redécouvre des photos de classe, des bulletins scolaires excellents, des lettres d'amis d'enfance. Ces vestiges d'une vie interrompue la bouleversent, mais elle persévère dans sa démarche cathartique. En déplaçant le lit pour nettoyer dessous, Claire remarque que le parquet semble légèrement déformé à un endroit. En examinant de plus près, elle découvre qu'une lame de bois bouge légèrement. Intriguée, elle soulève cette lame et trouve une cavité naturelle créée par un défaut de la construction. Dans cet espace dissimulé, sa main rencontre un objet rectangulaire, enveloppé dans un sac plastique. Il s'agit d'un petit carnet à spirale, de format 10 cm sur 15, avec une couverture violette ornée de paillettes. Claire reconnaît immédiatement ce carnet que Manon avait acheté en septembre 2008 pour noter ses pensées personnelles. À l'époque, elle avait trouvé cette habitude touchante, preuve de la maturité précoce de sa fille. Les mains tremblantes, Claire ouvre le carnet. Les premières pages contiennent des réflexions banales d'adolescente. Impressions sur ses professeurs, commentaires sur ses camarades de classe, projets pour les vacances d'été suivantes. L'écriture est soignée, les phrases bien construites, témoignant de la personnalité consciencieuse de Manon. Mais à partir de la page 23, datée du 2 octobre 2008, le ton change radicalement. Manon utilise un code qu'elle a manifestement inventé, remplaçant certains mots par des initiales ou des symboles. Claire met plusieurs heures à déchiffrer ce système, mais le message qui émerge progressivement la glace d'horreur. Les dernières pages du carnet de Manon révèlent l'existence d'un chantage orchestré par Vincent Charnier.
L'adolescente y décrit avec des mots d'enfant terrifié comment son professeur d'éducation physique avait installé une caméra dissimulée dans les vestiaires des filles. Utilisant son code personnel, elle explique qu'il l'avait filmé en sous-vêtements lors d'un cours de gymnastique fin septembre 2008. Vincent Charnier avait abordé Manon quelques jours plus tard, prétextant vouloir lui parler de ses performances sportives. Il l'avait menée dans son bureau, avait fermé la porte, puis lui avait montré les images compromettantes sur son ordinateur portable. L'adolescente décrit sa sidération, sa honte, sa peur de voir ses photos diffusées à ses parents ou ses camarades. Le professeur avait été très précis dans ses exigences. Il voulait que Manon vienne le retrouver dans la réserve du gymnase chaque mercredi après les cours, sous prétexte de l'aider à ranger le matériel sportif. Pendant ces séances forcées, il la photographiait dans différentes tenues, toujours plus dénudée, menaçant de divulguer les clichés précédents si elle refusait de coopérer. Les mots de Manon trahissent son désarroi grandissant. Elle comprend que la situation s'aggrave de semaine en semaine, que les exigences de Vincent Charnier deviennent de plus en plus précises. Elle évoque sa peur de lui résister, mais aussi sa honte de subir ses humiliations. Elle n'ose pas en parler à ses parents, persuadée qu'ils la jugeraient responsable de cette situation. Cependant, les dernières entrées du carnet, datées des 13 et 14 octobre 2008, révèlent un changement d'attitude chez l'adolescente. Manon écrit qu'elle ne peut plus supporter cette situation, qu'elle a décidé de tout révéler à ses parents malgré sa peur. Elle a même programmé cette confession pour le jeudi 16 octobre, lendemain de sa disparition. Cette décision courageuse lui aura probablement coûté la vie. Le 10 octobre 2023, Claire Lemaire se présente au commissariat de Bourg-en-Bresse avec le carnet de sa fille. Le commandant Vallée, qui suivait déjà la piste Vincent Charnier, reçoit cette preuve comme une confirmation de ses soupçons. L'expertise graphologique confirme rapidement que l'écriture appartient bien à Manon Lemaire. Vincent Charnier, déjà en détention provisoire pour d'autres chefs d'accusation, est confronté aux révélations du carnet. L'homme de 49 ans s'effondre psychologiquement face à ces preuves accablantes. Après 15 années de silence, il comprend que son système de défense s'écroule définitivement. Pendant 3 jours, l'ancien enseignant refuse de parler, se contentant de pleurer silencieusement dans sa cellule. Son avocat tente de négocier sa coopération en échange d'aménagement de peine, mais Vincent Charnier semble avoir perdu toute volonté de se défendre. Il demande finalement à s'entretenir seul avec le commandant Vallée, sans la présence de son conseil. Le 13 octobre 2023, exactement 15 ans et 2 jours avant la disparition de Manon, Vincent Charnier avoue son crime. Il reconnaît avoir tué l'adolescente, le 15 octobre 2008, dans la réserve du gymnase, du collège Jean Reverdy. Il confirme l'existence du chantage décrit dans le carnet et explique que la menace de Manon de tout révéler l'avait poussé au meurtre. Les aveux sont détaillés, précis, cohérents avec les éléments de l'enquête. Vincent Charnier explique qu'il avait donné rendez-vous à Manon dans la réserve sous prétexte d'une dernière séance photo, espérant la dissuader de parler. Devant la détermination de l'adolescente, il avait paniqué et l'avait étranglée avec une corde de gymnastique. Il avait ensuite dissimulé le corps dans son véhicule pour l'enterrer dans un lieu qu'il refuse encore de révéler. Les aveux de Vincent Charnier ouvrent la voie à une enquête encore plus vaste. L'ancien enseignant révèle qu'il ne travaillait pas seul, mais faisait partie d'un réseau de pédophiles opérant dans plusieurs académies françaises. Ce groupe, composé d'une dizaine de membres, échangeait des photos et des vidéos d'adolescentes obtenues par chantage ou contrainte. Parmi les complices identifiés figurent 2 autres enseignants, un surveillant d'internat, un entraîneur sportif et un photographe scolaire. Tous utilisaient leur position d'autorité pour identifier des victimes potentielles, les mettre en confiance, puis les compromettre grâce à des images obtenues dans des vestiaires ou lors d'activités scolaires. Le système était rodé, efficace, difficile à détecter. Vincent Charnier explique que Manon était devenue une cible prioritaire du réseau en raison de sa beauté naissante et de sa personnalité discrète.
Les pédophiles privilégiaient les adolescentes timides, issues de familles stables, car elles étaient moins susceptibles de se rebeller ou de chercher de l'aide. Manon correspondait parfaitement à ce profil. Le carnet de l'adolescente mentionne d'ailleurs d'autres jeunes filles dans une situation similaire. Manon avait remarqué que plusieurs de ses camarades semblaient effrayés par Vincent Charnier, évitaient ses cours ou pleuraient après les séances de sport. Elle avait tenté d'en parler avec Camille Lefebvre, mais son ami avait refusé d'aborder ce sujet, manifestement terrorisé. Ces révélations permettent d'identifier au moins 8 autres victimes dans l'établissement, toutes âgées de 12 à 15 ans, au moment des faits. Certaines ont aujourd'hui 30 ans et acceptent de témoigner, d'autres préfèrent garder le silence sur cette période traumatisante de leur vie. Toutes confirment l'existence du système de chantage mis en place par Vincent Charnier. Pendant plusieurs semaines, Vincent Charnier refuse de révéler l'emplacement où il a enterré le corps de Manon. Cette dernière omission torture la famille Lemaire, qui espère enfin pouvoir organiser des funérailles dignes pour leur fille. Le commandant Vallée multiplie les pressions psychologiques, alternant menaces et promesses pour obtenir cette information cruciale. Finalement, le 15 novembre 2023, Vincent Charnier accepte de conduire les enquêteurs sur les lieux. Le convoi policier se dirige vers la forêt domaniale de la Dombe, à une trentaine de kilomètres de Bourg-en-Bresse. L'ancien enseignant guide les policiers à travers les sentiers boueux jusqu'à une clairière isolée, accessible uniquement par un chemin forestier peu fréquenté. L'endroit choisi témoigne d'une préparation méthodique. Vincent Charnier avait manifestement repéré ce lieu lors de randonnées antérieures, évaluant son isolement et la nature du terrain. Il avait creusé une fosse d'environ 2 mètres de profondeur, dissimulée sous un amas de branches mortes et de feuilles. Cette sépulture improvisée avait résisté 15 années aux intempéries et au passage d'animaux sauvages. L'exhumation du corps de Manon se déroule dans la dignité, en présence de ses parents et de son frère Lucas. Les restes sont remarquablement bien conservés grâce à la nature argileuse du sol et à la profondeur de l'enfouissement. L'expertise médico-légale confirme rapidement l'identité de l'adolescente grâce à ses dossiers dentaires et médicaux. L'autopsie révèle que Manon est morte par strangulation, conformément aux aveux de Vincent Charnier. Elle ne présente aucune trace de violence sexuelle, suggérant que le meurtre était motivé par la peur de la dénonciation plutôt que par des pulsions sexuelles immédiates. Cette précision apporte un maigre réconfort à la famille, soulagée d'apprendre que leur fille n'a pas subi les derniers outrages. Le procès de Vincent Charnier s'ouvre le 15 octobre 2024, exactement 16 ans après la disparition de Manon Lemaire. Cette coïncidence symbolique n'échappe à personne dans la salle d'audience de la cour d'assises de l'Ain, bondée pour l'occasion. Les médias nationaux couvrent largement cette affaire qui a marqué toute une région. Vincent Charnier, âgé de 50 ans, apparaît physiquement diminué par 2 années de détention. Ses cheveux ont blanchi, son visage s'est creusé, ses épaules se sont voûtées. Il garde les yeux baissés pendant la lecture de l'acte d'accusation, évitant soigneusement de croiser le regard de la famille Lemaire présente au premier rang. Les débats durent 8 jours et révèlent l'ampleur du système mis en place par l'accusé. Une quinzaine de victimes défilent à la barre pour témoigner des chantages et violences subies. Leurs récits, bouleversants de sincérité, décrivent l'emprise psychologique exercée par cet enseignant qui avait transformé sa position d'autorité en instrument de prédation. Claire et Jean-Luc Lemaire prennent la parole lors de la dernière audience. Ils évoquent 16 années de souffrance, d'interrogation, d'espoir déçu. Claire lit des extraits du carnet de sa fille, révélant la maturité et le courage de cette adolescente qui avait décidé de briser le silence malgré sa peur. Ces mots d'outre-tombe bouleversent l'assistance et les jurés. Le 25 octobre 2024, Vincent Charnier est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Cette sentence, particulièrement lourde, témoigne de la gravité exceptionnelle des faits reprochés. L'ancien enseignant accueille le verdict sans réaction apparente, comme résigné à son sort. L'affaire Manon Lemaire a profondément marqué le système éducatif français.
Elle a contribué à renforcer les protocoles de prévention du harcèlement et des violences sexuelles dans les établissements scolaires. Des formations obligatoires ont été mises en place pour sensibiliser le personnel enseignant aux signaux d'alerte, et des dispositifs d'écoute anonyme ont été généralisés. Le collège Jean Reverdy, rebaptisé collège Manon Lemaire en 2025, a installé une plaque commémorative à l'entrée de l'établissement. Cette inscription rappelle que la vigilance collective est le meilleur rempart contre les prédateurs qui exploitent leur position d'autorité. L'ancien gymnase a été entièrement rénové et équipé de systèmes de surveillance modernes. La famille Lemaire a créé une association de soutien aux familles d'enfants disparus. Cette structure, financée par les dons et subventions publiques, accompagne les proches dans leurs démarches administratives et psychologiques. Claire Lemaire, devenue présidente de cette association, consacre désormais sa retraite à cette mission qu'elle considère comme un hommage à sa fille. Lucas Lemaire, aujourd'hui âgé de 33 ans, est devenu éducateur spécialisé. Il travaille avec des adolescents en difficulté, tentant de détecter les situations de violence ou d'abus avant qu'elles ne dégénèrent. Il affirme que le combat de sa sœur Manon guide quotidiennement son action professionnelle. Vincent Charnier purge sa peine dans la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Il a été placé à l'isolement pour sa protection, les détenus condamnés pour crimes sur mineurs étant particulièrement mal tolérés en prison. Il refuse de recevoir des visites et passe ses journées à lire dans sa cellule, fuyant tout contact avec l'extérieur. Cette affaire nous montre comment le courage d'une adolescente de 13 ans a permis, 15 ans plus tard, de démasquer un prédateur et de rendre justice à de nombreuses victimes. Le carnet de Manon Lemaire rappelle l'importance d'écouter les jeunes, de prendre au sérieux leurs inquiétudes et de leur donner les moyens de briser le silence face aux violences. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Aviez-vous perçu les indices qui menèrent vers Vincent Charnier dès le début du récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête approfondie vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Likez cette vidéo si le courage de Manon vous a ému et partagez-la avec des personnes qui pourraient être sensibles à ce type d'affaires.